West Data Festival. Alors aujourd'hui, donc nous sommes au West Data, Festival. C'est la deuxième journée, de notre festival. Hier, nous avons le plaisir, d'avoir discuté mobilité et IA et aujourd'hui, nous avons une version en ligne avec vous aujourd'hui en intelligence artificielle et santé et en parallèle, notre, événement se poursuit en physique à l'Espace Mayenne sur la business intelligence, l'agriculture et les NFT. Donc comme je le disais, je vous souhaite un bienvenue au West Data Festival. C'est la 4e édition, cette année et cet événement est organisé par Laval Mayenne Technopole et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir pour, cette journée dédiée à l'IA et la santé. Et le programme du jour a été construit avec nos partenaires Atlampol Biothérapie et le GRAD Pays de la Loire, qui est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Je suis Floortje de Vink et j'animerai la session ce matin. Je suis aussi avec Camille Hérisson qui est sur le chat avec vous. Et donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions pour communiquer et durant ces différentes sessions. Sans plus attendre, j'accueille ici présentement Madame Emmanuelle Huck, qui est gestionnaire des politiques pour la DG Connect dans l'unité e-santé, bien-être et vieillissement pour évoquer les cadres juridiques au niveau de l'UE dans le domaine de l'e-santé. Donc bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui à cet événement. Et comme vous avez pu le voir, donc je présenterai aujourd'hui les initiatives récentes de l'Union européenne venant en soutien à la santé numérique. Alors tout d'abord, pour commencer, le cadre, quel est le cadre, oh pardon. Oui. Quel est le cadre ou le contexte plus exactement dans lequel nous intervenons? Eh bien, il s'agit de la communication que nous avons adoptée en avril 2018 sur la transformation numérique des services de santé et de soins, qui comprend 3 axes que vous pouvez voir sur cette diapositive. Alors par avance, je vous prie de m'excuser parce que certains éléments seront en anglais, mais je veillerai à vous préciser l'essentiel en français. Donc, ces 3 axes sont l'accès des citoyens à leurs données de santé où qu'elles se trouvent dans l'Union européenne, le développement des données de santé disponibles pour la recherche, mais encore les outils et services numériques. Notre commissaire chargé du marché intérieur, Monsieur Thierry Breton, a précisé que l'importance de l'accès des entreprises et en particulier des PME aux données, qu'il crée de la valeur pour les Européens, notamment par l'intelligence artificielle. La commissaire en charge de la santé et de la sécurité alimentaire, la lettre de mission, plus exactement de madame Stella Kyriakides, eh bien, comprend la création d'un espace européen des données de santé sur lequel je vais revenir. Alors vous connaissez certainement, bien évidemment tous, le règlement général sur la protection des données. Je ne le préciserai pas ici dans le cadre de cette intervention. Il y a un certain nombre d'autres textes également sur les données de santé au plan européen. Notamment la directive sur les données ouvertes de 2019 et donc un certain nombre de travaux sont en cours pour la définition d'un cadre législatif pour l'utilisation, la réutilisation, le partage des données. Ce sont des actes
horizontaux, mais qui sont également pertinents pour les données relatives à la santé. Il s'agit tout d'abord de la communication sur la stratégie européenne pour les données, qui date de février 2020, par laquelle la Commission européenne a annoncé son objectif d'obtenir des résultats concrets dans le domaine des données de santé, ainsi que de comprendre le potentiel généré par l'évolution des technologies numériques. En effet, la collecte, mais également l'accès, le stockage, l'utilisation, la réalisation des données de santé, évidemment, comportent des défis qui sont bien spécifiques et qu'il convient de relever. L'idée est donc de définir un cadre réglementaire servant au mieux les intérêts et les droits des personnes, puisque on parle bien ici de données particulièrement sensibles. C'est dans ce contexte qu'en novembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition d'acte sur la gouvernance des données et en 2022, d'autres actes, propositions d'actes sont prévus. En avril 2021, la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle a été adoptée par la Commission européenne. Ce texte s'appuie en grande partie sur le travail qui a été accompli par le groupe de haut niveau et sur les principes éthiques qu'il a élaborés. Ce texte adopte une approche fondée sur les risques. Lorsqu'une utilisation de l'intelligence artificielle est considérée comme présentant en effet un risque élevé, ce qui est le cas de l'utilisation dans le domaine de la santé, eh bien, les fournisseurs de l'intelligence artificielle établiront un système de gestion des risques, couvrant des exigences particulières. Par exemple, euh, c'est ce qui concerne la manière dont les données sont utilisées ou encore le type de surveillance humaine qui est nécessaire. Il est également prévu dans le cadre de ce texte des obligations pour les utilisateurs de l'intelligence artificielle. Un espace européen des données de santé, voici une autre initiative législative, cette fois à venir. Donc ce texte couvrira les domaines suivants, donc la gouvernance, l'interopérabilité des données de santé, l'infrastructure, tant en ce qui concerne les données, l'utilisation primaire et secondaire. Donc toute l'idée ici est vraiment de faciliter un meilleur accès des données de santé, un meilleur échange de ces données de santé, stimuler l'innovation dans le domaine de la santé et des soins pour améliorer le traitement, entre autres. Il y a un certain nombre d'initiatives sur lesquelles je vais venir tout de suite, qui sont tout à fait intéressantes et pertinentes dans ce cadre-là, sur lesquelles nous travaillons. Je souligne ici aussi la recommandation de février 2019 relative à un format d'échange des dossiers de santé informatisés. Donc à présent, une initiative à venir. Donc, il s'agit de l'initiative européenne sur l'imagerie du cancer, qui consiste à réunir certaines des tâches spécifiques liées au cancer avec des actions horizontales sur lesquelles nous travaillons ici à la Direction générale Connect pour soutenir les écosystèmes numériques. L'idée est ici d'élaborer un atlas européen des images liées au cancer et de les rendre, ces images anonymisées, accessibles à tout un panel de parties prenantes dans l'écosystème des hôpitaux, des chercheurs, des innovateurs. Elle inclura les nouvelles installations d'essais et d'expérimentation pour relier les données à des outils comme le calcul à haute performance, ainsi que l'intelligence artificielle.
Autre initiative, celle, d'1 million, enfin, il s'agit de disposer d'au moins 1 million de génomes séquencés accessibles dans l'Union européenne. Donc à ce jour, 24 pays ont signé la déclaration et elle a véritablement, cette initiative, le potentiel d'améliorer la prévention des maladies, permettre des traitements plus personnalisés et donner lieu à des recherches, fécondes. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc une importance, vis-à-vis des priorités de l'Union européenne, comme la stratégie européenne pour les données, ou encore le plan européen pour vaincre le cancer et les programmes de recherche et numérique sur lesquels je vais venir dans un instant. Donc en effet, un certain nombre de programmes, incluront, du financement, ou incluent, du financement de la santé numérique. Par exemple, le programme EU for Health qui, finance à hauteur de plus de 5 milliards d'euros, l'échange, l'idée de soutenir l'échange de données pour les soins de santé, la recherche, l'élaboration des politiques, mais aussi la facilité pour la reprise et la résilience, dont, je pense que vous avez entendu parler. Hem, donc 672,5 milliards d'euros, dont 20 destinés à être utilisés sur le numérique. Horizon Europe et Digital, je vais les évoquer tout de suite et évidemment les fonds régionaux, que vous devez, aussi connaître. Voilà, donc pour ce qui concerne, le programme Horizon Europe, et en particulier son pôle numéro 1 santé, un programme de travail 2021-2022, hem, a été publié qui comprend 6 destinations. Et voici quelques, exemples de ce que nous appelons les topics, donc des thèmes, dans Horizon Europe pour 2022 et donc là, ces exemples effectivement, montrent, des des thèmes qui se termineront, le 21 avril 2022, donc avec la possibilité jusqu'à cette date de soumettre des propositions, de projets. Enfin, digital, le programme digital et son programme de travail 2021-2022 et comme vous pouvez le voir donc, 1er appel ouvert sur les genomics. Merci beaucoup, je suis disponible, si vous avez des questions. Merci et pardon encore pour le le souci de caméra, qui est, C'est pas grave, ce sont les aléas. Merci voilà, beaucoup pour, votre présentation. On vous retrouve, tout à l'heure madame Huck, lors de la table ronde très bien. et on va maintenant accueillir, Frédéric Haussan qui est, chef de projet de la plateforme, West Data Hub. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour à tous les participants et merci au West Data Festival de me donner l'opportunité de présenter notre plateforme interrégionale. Très bien, donc peut-être en prime abord quelques mots sur le GCS Hugo, qui est le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux universitaires du Grand Ouest, donc qui porte ce projet de plateforme interrégionale et qui est le fruit donc d'une collaboration des hôpitaux universitaires du Grand Ouest depuis plus de 10 ans. Donc ce GCS regroupe les 6 CHU, CHR des 3 régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, ainsi que l'Institut de cancérologie de l'Ouest, le Centre hospitalier du Mans et le Centre hospitalier départemental de Vendée. Donc ces GCS ont vocation, et en cela le GCS Hugo a été pilote, ont vocation notamment à créer des projets structurants et ambitieux à l'échelle des interrégions. Et les données massives de santé est un de ces projets majeurs pour Hugo.
Donc toujours en introduction, de manière très générale, je préciserai que la vocation de la plateforme interrégionale, donc le West Data Hub, c'est de mettre en œuvre des études qui nécessitent de recueillir, d'agréger et d'analyser des données de santé de vie réelle, donc des données de santé issues du parcours de soins de patients au sein des établissements du Grand Ouest, de manière à avoir une masse critique d'établissements et de données qui vont permettre certaines études qui ne seraient pas pertinentes à l'échelle d'un seul établissement. Et en menant ces études en s'appuyant sur l'expertise des CHU, que je détaillerai par la suite, et puis en interaction avec l'écosystème de recherche et développement de l'interrégion. Alors pourquoi une priorité pour Hugo, l'analyse et les données massives en santé, car tout simplement elles sont porteurs de nombreuses applications potentielles que vous connaissez probablement déjà pour certains d'entre vous, et donc innovation car permet d'associer à ces données des techniques de fouille et de données, notamment en intelligence artificielle. Alors, on peut identifier différents usages pour lesquels le West Data Hub est déjà ou souhaite être présent, avec toujours plus finalité, bien évidemment, une meilleure prise en charge du patient. Donc, on peut notamment soutenir la recherche médicale avec très en amont la possibilité, par exemple, d'identifier des marqueurs génétiques qui prédisposent à certaines pathologies, ou alors plus en aval, d'accélérer la recherche clinique en identifiant des établissements qui sont capables de recruter des patients pour mettre en œuvre des essais cliniques. Les données de santé sont également utiles pour développer des outils d'aide à la décision pour les cliniciens, mais aussi, et on en connaît déjà un certain nombre, des outils d'auto-évaluation pour les patients, en particulier au travers d'applications logicielles expertes. Et pour ces outils-là, il y a besoin de données de vie réelle de santé pour les développer et les valider. Elles sont utiles également pour renforcer la veille et la vigilance sanitaire en effectuant, par exemple, l'évaluation de l'efficacité de médicaments après leur mise sur le marché ou anticiper la survenue d'épidémies, mais aussi en faire un suivi quotidien comme on le voit aujourd'hui pour le Covid. Et puis, en dernier lieu, elles permettent également d'améliorer le pilotage des établissements, notamment en permettant une analyse très fine du parcours des patients au sein des établissements, mais également des parcours patients ville-hôpital. Alors, le groupement de coopération sanitaire s'est engagé et positionné dans le domaine de la santé au travers, je dirais, de 4 actions clés depuis un petit peu moins de 10 ans. La première, qui est absolument fondamentale, j'insiste beaucoup, c'est de structurer et développer des entrepôts de données de santé des établissements Hugo de manière homogène, car ces entrepôts de données de santé sont les gisements des données de santé au sein d'Hugo, et ils sont issus des soins prodigués dans ces différents établissements. Donc, ces entrepôts de données de santé sont pilotés par ce qu'on appelle des centres de données cliniques, des CDC. Et donc, il a été décidé à l'échelle d'Hugo d'adopter un outil similaire qui va permettre de structurer et d'exploiter ces bases de données de santé. C'est l'outil EHOP. Et cet outil EHOP est le fruit de la recherche et développement au sein notamment du centre de données cliniques de Rennes, qui est piloté par le professeur Marc Huggia. Une deuxième action clé, ça a été de mutualiser les expertises entre établissements, de manière à ce que les établissements et donc les CDC les plus avancés accompagnent les autres, et ceci en mettant en réseau les centres de données cliniques, en constituant ce qu'on a appelé le RICDC, un réseau interrégional des CDC. L'objectif majeur de ce réseau, c'est de renforcer à la fois la qualité des données et leur interopérabilité. Donc ça, c'est vraiment le chantier majeur au niveau du RICDC. Troisième action, ça a été de stimuler les usages en mettant en place un premier appel à projet interne au sein de Hugo, duquel est sorti 4 projets de recherche lauréats, ces projets de recherche académique. Mais on a également mis en place un projet structurant avec le Health Data Hub, qui s'appelle le projet HugoShare. J'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus en détail sur ces projets par la suite. Et puis enfin, une quatrième action clé vraiment, ça a été de finaliser notre plateforme interrégionale. Après avoir permis le développement des CDC, ça a été de mettre en place une infrastructure d'hébergement des données mobilisées pour les projets qui sont menés donc sur notre plateforme. Donc c'est une infrastructure sécurisée, hébergée au sein du CHU de Nantes, qui est certifié hébergeur de données de santé.
Donc, je redis 2 mots sur les centres de données cliniques, parce que finalement, tout ceci n'est possible que parce qu'ils existent et ils sont opérationnels au sein du West Data Hub. Donc, c'est une organisation, vous l'avez compris, au sein de chaque établissement qui propose une expertise pluridisciplinaire pour mener les projets. Donc, il y a une expertise méthodologique, technique, réglementaire, bien évidemment. On a affaire à des données très sensibles. Tous les projets sont menés et avec ces premiers experts, avec les cliniciens qui sont présents de l'initiation du projet jusqu'à sa valorisation. Hein. C'est vraiment fondamental d'avoir un lien étroit pour mener ces projets avec les cliniciens. Et donc, ça permet de fournir un accompagnement aux professionnels de santé. Il y a un effort particulier qui est mis sur la sécurisation des données avec un respect strict du cadre éthique et déontologique et réglementaire, bien évidemment. Et puis, les centres de recherche de ces CDC donc permettent de mettre en place des projets de recherche et d'innovation avec les partenaires du territoire. Donc concrètement, cette plateforme, le West Data Hub, est constituée ainsi. Hein. Pour chaque projet, on va mobiliser tout ou partie des centres de données cliniques du GO. Donc on va avoir jusqu'à 6 centres de données cliniques qui vont participer pour collecter des données, les mettre en qualité, ensuite les exporter par projet vers notre infrastructure d'hébergement donc que j'évoquais précédemment. Ces données peuvent être appariées avec d'autres bases de données pour les enrichir. Et puis au sein de cette infrastructure, on va allouer pour chaque projet un espace projet avec des outils logiciels, des moyens de calcul et qui vont permettre de mener les projets avec des objectifs cliniques bien évidemment précis et puis un parcours technico-réglementaire ad hoc. Ces données, c'est une plateforme, ce n'est pas un entrepôt de données de santé interrégional, donc elles n'ont pas vocation à perdurer sur notre infrastructure d'hébergement et elles sont détruites à la fin du projet, donc au bout de quelques années. Alors concrètement, aujourd'hui, donc c'est 6 établissements, hein, notre plateforme interrégionale, le West Data Hub, les 5 CHU de l'interrégion et l'Institut de cancérologie de Ouest, qui représente un potentiel de plus de 5 millions de patients, 6 millions de séjours, et puis des volumes en termes de documents cliniques et de données structurées conséquents. On l'a vu, ils ont adopté une technologie commune, un logiciel EOP, hein, qui structure et permet d'exploiter les bases de données. Et puis, on a aujourd'hui un catalogue de données disponibles sur l'interrégion, avec des données assez classiques médico-économiques comme le PMSI, les analyses laboratoires, donc des données biologiques sur les patients, les prescriptions et les administrations de médicaments. Tout ça, ce sont des données structurées, des données non structurées, à savoir les comptes rendus d'examens cliniques qui sont produits tout au long du parcours de soins des patients. C'est un catalogue dynamique, hein, ça c'est ce qui est aujourd'hui disponible, il a vocation à s'enrichir et c'est en cours de réalisation avec des données d'anatomopathologie, d'imagerie, de génétique. Il existe avec un certain historique qui peut être de 10 à 15 ans pour certaines données. Et il est enrichi au fil de l'eau, donc il est en permanence actualisé. Et puis, pour des besoins spécifiques de certains projets, on peut créer de nouveaux flux et enrichir ce premier catalogue qui est présent ici. Alors peut-être quelques éléments structurels pour le fonctionnement de cette plateforme, puisqu'on n'analyse pas, on ne traite pas, on ne collecte pas des données en santé sans une organisation structurelle. Donc l'infrastructure, j'en ai parlé, hein, elle permet de fournir pour chaque projet des capacités de stockage, de calcul avec une attention particulière sur la sécurité qui est mise en œuvre au sein de cette infrastructure, une gouvernance vraiment essentiel hein, pour bien évidemment prendre en charge toutes ces données. Une gouvernance qui a donc bien entendu va définir les règles de partage et d'accès aux données, va s'assurer que les études sont conduites dans un cadre éthique et réglementaire, et puis qui va aussi définir un modèle économique, puisque aujourd'hui c'est une plateforme qui est complètement portée par les établissements publics, mais qui a vocation à s'ouvrir, on va le voir, sur le monde économique, et donc il est important qu'il y ait aussi un modèle économique. Et puis une politique scientifique qui va donner les grandes orientations et les usages du West Data Hub. Donc juste quelques éléments de précision sur cette gouvernance. Hein. Donc un pilotage stratégique qui est assuré par un comité stratégique qui implique les gouvernances des 6 établissements. Une direction scientifique qui va donner les grandes orientations, qui est constituée de 3 hospitalo-universitaires qui sont
reconnus nationalement et internationalement pour leur expertise dans le domaine de la donnée. Un pilotage opérationnel avec un guichet unique pour les porteurs de projets, donc qui est assumé par le chef de projet de la plateforme. Et puis, sur les questions fondamentales qui ont trait à l'éthique et au juridique, un comité scientifique et éthique local, donc propre à notre plateforme, qui va expertiser et délivrer un avis au projet, mais également les accompagner pour les améliorer, qui est constitué de spécialistes de l'éthique, de la méthodologie, de la santé publique, mais également de représentants des usagers de santé, puisque c'est vraiment essentiel qu'effectivement ils participent finalement à la construction de ces projets dès le stade de l'expertise au niveau du comité scientifique et éthique. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont menés sur notre West Data Hub. C'est ceux qui sont issus de l'appel à projet que j'évoquais précédemment, appel à projet interne Hugo, sont des projets qui nécessitent, s'ils sont sur la plateforme, d'une part de mettre en œuvre des outils d'exploitation de données innovants à base d'apprentissage, notamment pour analyser les comptes rendus d'examen, qui sont des comptes rendus textuels, avec des techniques de traitement automatique du langage naturel. Il s'agit d'aller faire une analyse sémantique, souvent pas seulement retrouver des mots, mais retrouver le contexte dans lequel les mots sont présents pour pouvoir les interpréter de manière pertinente. Puis d'autre part, modéliser des données sur un territoire comme celui d'Hugo, car pour les 3 premiers projets, il s'agit de recherches épidémiologiques, donc qui vont nécessiter d'analyser des données sur un nombre de dossiers patients élevé, jusqu'à 300 000 et plus pour 2 d'entre eux, afin de mieux évaluer la prévalence de certaines pathologies et améliorer leur prise en charge. Le 4e projet, Hugo RD, que je cite ici également, quant à lui, adresse les maladies rares et afin d'en améliorer le diagnostic. Et pour cette raison, bien évidemment, il va nécessiter de collecter des données sur un grand territoire du fait même de la rareté des pathologies. Et puis le 5e projet, qui est un des projets préfigurateurs du Health Data Hub de 2019, donc qui ne mobilise pas notre infrastructure d'hébergement puisque c'est celle du HDH qui est sollicitée, mais ce projet Hugo Share collecte des données sur l'ensemble des établissements de données de santé d'Hugo, les 6, pour faire une analyse et une prédiction des ruptures et des interactions médicamenteuses dans le parcours de soins ville-hôpital. Donc c'est vraiment un travail important autour de l'amélioration de la prise en charge des patients. Et comme on le voit, il y a des données qui vont être issues de l'hôpital, mais également des données qui sont issues du parcours de soins en ville. Et donc, on va avoir un appariement des données d'Hugo et des données du SNDS pour mener ce projet. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau temps, mais il vous reste également quelques minutes, 2 minutes, je vous laisse. On a également, pour pouvoir travailler avec des partenaires économiques, industriels, on a développé, mis au point un processus d'instruction et d'accompagnement de nos projets qui se réalise en 3 étapes, avec des go-no-go entre chaque étape. Une première étape qui va consister à mener une étude de faisabilité du projet, une deuxième qui va conduire à rédiger un protocole précis afin d'identifier le parcours réglementaire nécessaire à la conduite du projet, va permettre aussi de définir le budget complet de l'étude. Et puis enfin, une 3e étape, si tous les partenaires sont OK pour aller jusque-là, va correspondre concrètement à la réalisation de l'étude et à sa valorisation. Donc ça, c'est un parcours qu'on a déjà pu éprouver. Juste pour préciser peut-être un peu les choses, pourquoi on nous sollicite au niveau des industriels, au niveau du West Data Hub? Eh bien, aujourd'hui, on en est au stade de la faisabilité pour un certain nombre de projets avec des partenaires industriels. Et là, je vous présente un peu une typologie de ces projets en les insérant dans le cycle de développement un peu simplifié qui existe pour les médicaments et les DM. Donc, ils vont de la preuve de concept à la recherche. Si on part en bas à gauche et on suit toutes les flèches jusqu'aux étapes de commercialisation, de fixation du prix et de remboursement du produit de santé. Et donc, on se rend compte que les sollicitations pour utiliser les données de vie réelle commencent dès la preuve de concept, typiquement pour des startups qui développent des logiciels experts, qui vont donc analyser ou produire des données, ont besoin de valider leurs hypothèses initiales, notamment l'objectif clinique à partir de données de vie réelle, mais également évaluer la disponibilité, la nature des données, développer leur méthode d'analyse de données, notamment s'il y a de l'apprentissage avec de l'intelligence artificielle à partir de nos données de vie réelle.
Dans un second temps, il y aura une étape où, je l'avais déjà précisé, pour mettre en place des essais cliniques, il va falloir identifier les établissements qui ont ces patients d'intérêt, et donc on peut utiliser pour ça les données de vie réelle. Et puis, dans la phase ultime, la phase finale, une fois que le produit est sur le marché, eh bien, peut y avoir nécessité de consolider un dossier réglementaire ou de mieux connaître le positionnement au marché du produit ou des concurrents. Et pour ça, on peut effectivement aussi utiliser des données de vie réelle. Je terminerai par le positionnement du West Data Hub, qui a aussi une dimension européenne, hein, enfin qui souhaite en avoir une plus précisément, parce que j'ai pas complètement occulté le fait qu'on parlait aussi de l'Europe dans cette matinée. Donc le West Data Hub est partenaire de 2 IDIH, hein, les Digital Innovation Hub, qui sont soutenus par une initiative européenne. Le IDH Bretagne, qui est centré sur la cybersécurité, et le IDH des Pays de la Loire, qui lui est centré sur l'intelligence artificielle. Donc le but de ces DIH, c'est d'accompagner le développement numérique des entreprises et des services publics. Ils ont certes une dimension régionale, car ils sont pilotés par les pôles de compétitivité notamment, mais ils s'insèrent complètement dans l'écosystème local, mais également sont présents dans des réseaux nationaux et européens, donc une visibilité à une échelle au-delà de la région, et donc participent au développement numérique des entreprises et des services publics. Donc le West Data Hub, dans ces projets qui seront soumis fin février à l'Agence européenne, étant identifié comme plateforme de données de santé au stade du test before invest, donc sur la partie preuve de concept pour les porteurs de projets. Et donc, il aura l'occasion, dans ce cadre-là, de proposer une offre de service autour de la donnée et des expertises associées, celles qu'on a pu détailler rapidement tout à l'heure. Donc, en conclusion, je dirais que les données de santé ont bien évidemment un potentiel considérable d'innovation, mais qui a un certain retard en France, notamment par rapport à un certain pays anglo-saxon, d'où la priorité pour Hugo de développer cette plateforme interrégionale. Il y a une règle d'or, c'est qu'on n'est jamais seul face aux données, donc il y a un enjeu autour de l'expertise pluridisciplinaire que j'ai évoqué, de la formation des personnels qui sont impliqués, et puis de la qualité des données qui sont produites. On a affaire à des données sensibles, bien évidemment, donc il faut arriver à mettre en place un cadre de confiance et un usage raisonné de ces données. J'ai insisté et je le refais là, pour parler du rôle clé des CHU et de leur écosystème pour être acteur de la recherche et de l'innovation translationnelle numérique en santé. On voit que la création de ces plateformes est un des outils essentiels pour cela. Et puis enfin, on ne perd pas de vue dans tous ces projets de recherche, d'études et d'évaluation de bien boucler le système des systèmes d'information apprenants, à savoir on collecte des données qui sont issues du parcours de soins des patients, on utilise des méthodes d'analyse qui permettent d'extraire de l'information et donc de la connaissance à partir de laquelle on va pouvoir réinjecter cette connaissance pour améliorer le parcours de soins des patients. Donc peut-être ma petite phrase pour terminer, au-delà de ça, c'est de répéter que ce qui caractérise notre plateforme interrégionale, c'est vraiment la maîtrise de toute la chaîne de compétences de la donnée, de la collecte, la mise en qualité, l'appariement, l'analyse, et jusqu'à la valorisation de l'information qui en est issue, qui permet de répondre à une problématique clinique. C'est un modèle de hub interrégional hospitalier, par ailleurs, qui s'exporte aussi, puisque 2 autres GCS développent leur plateforme interrégionale sur le modèle du West Data Hub. Il s'agit du GCS Grand Est et du GCS Nord-Ouest. Donc, une grande partie du nord, finalement, de la France vont adopter ce modèle de plateforme interrégionale que je viens de vous présenter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à Monsieur Hossan, et je vous remercie pour votre présentation. Et sans plus tarder, nous allons accueillir Madame Heider Sanchez de Naru Intelligence, qui a bien voulu intervenir en dernière minute. Donc, merci beaucoup à elle d'être présente aujourd'hui. Et c'est à vous. Vous pouvez partager votre écran. Parfait. Bonjour, je m'appelle Heider Sanchez. Je suis cofondatrice de la startup Naru Intelligence.
Nous sommes de San Sebastián, à l'Espagne. Et nous développons des systèmes d'intelligence artificielle exclusivement pour le secteur médical. Et plus précisément, nous travaillons principalement pour le domaine de l'oncologie. Pardon, comment est-ce que je peux passer la présentation? Vous avez une flèche voilà, sur votre bien. présentation. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais présenter notre entreprise et je aussi vais parler sur comment nous solutionnons la difficulté de partager les données médicales entre différents objectifs sur une même hôpital et aussi comme nous pouvons partager non les données de la santé, mais les résultats des analyses et des résultats des algorithmes d'intelligence artificielle entre différentes cliniques, différents chercheurs et différentes personnes qui travaillent à la santé. Naru surgit en 2016 de la main de ma partenaire Maider Alberitz et moi. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe de 11 ingénieurs scientifiques de données, spécialité de la réglementation, pharmacistes spécialisés, etc. Mais nous avons commencé en 2016 pour faciliter l'analyse ou l'apprentissage de ce qui passe avec tous les patients d'une même population. Nous avons passé différentes phases de notre compagnie. Nous avons fondé la compagnie à 5 ans et nous avons récompensé différents prix. Par exemple, en 2018, nous avons gagné le prix de la Fondation Pfizer pour les données digitales. Et nous avons été aussi à l'accélération à Boston où nous avons vu les valeurs que nos technologies proposent pour la gestion des données à niveau européen, qui c'est un peu différent de comment ça traite les données à les États-Unis. Et normalement, les compagnies de notre secteur viennent de ça autre contexte des États-Unis et il y a difficultés pour accepter ces technologies ici. Et c'est la même raison que nous avons focalisé notre effort sur les principes dans la régulation pour offrir produits qui sont dispositifs médicaux certifiés et qui offrent garantie aux hôpitaux pour l'aider de la décision et aussi technologie qui est très forte dans la sécurisation des dates, dans la privée des dates et dans la et qui aide
à solutionner la difficulté de partager les données à Europe et faciliter aux hôpitaux de recevoir des résultats d'analyse tout en gardant leur contrôle et leur propriété sur les données. Pardon, mon français, ce n'est pas très bon. Je Non, suis c'est très bien. consciente de que mon explication, c'est un peu... j'ai parlé meilleur en anglais, mais j'ai entendu un peu de participer ici aujourd'hui en français avec nos exemples et que c'est qu'est-ce qu'ils ont fait à Naro. J'ai contextualisé les problèmes que nous solutionnons et peut-être avec un exemple d'une patiente de cancer du sein. C'est un exemple d'une patiente qui, pendant son traitement de chimiothérapie, s'est rendue aux urgences en raison de fièvre occasionnelle pendant plusieurs jours. Il est admis non pour cancer de la sein, mais pour une neutropénie fébrile causée par une grave infection pulmonaire. Sa infection a duré 3 semaines et sa capacité pulmonaire est affectée après. Et après de sorte de la hospitalisation, sa qualité de vie diminue et affecte aussi sa vie quotidienne. Aussi, lors de la convalescence, il y a dû arrêter son traitement de première ligne pendant cette semaine et pendant la tumeur a progressé. Avec sa sortie, il y a dû continuer avec un traitement de deuxième ligne et son pronostic aussi est pire. Ces événements indésirables sont très fréquents dans la oncologie. Les patients d'oncologie, avant de passer sur différents traitements, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, tous très agressifs et produisant différents niveaux de toxicité dans les patients. Et ces toxicités peuvent terminer à événements indésirables graves qui feront la hospitalisation de ces patients ou la visite à urgence de ces patients. Cet événement indésirable grave affecte beaucoup de patients, plus de 2 millions de patients chaque année, seulement à l'Europe, les États-Unis et Latine-Amérique. Et il affecte il génère plus de billions d'euros chaque année. Les 45% des patients développent au moins un événement indésirable grave chaque année et plus que 13% développent 2 ou plus. L'impact sur leur pronostic et leur qualité de la vie, c'est très fort. Et aussi pour l'hôpital, c'est un supplément coûte 6 chaque plus.
chaque événement désirable grave. Et à l'Europe, une média de 20 000 euros. Aussi pour l'industrie pharmaceutique, c'est aussi affecté et il se requiert plus d'efforts pour la commercialisation, pour la post-commercialisation. L'effort réglementaire est pour garantir la sécurité des patients et les low risk pour les patients, c'est très fort. Et l'industrie doit garantir les zéro risque avec études de post-commercialisation, études qui involvent beaucoup de patients. C'est difficile parce que c'est produit une très grande inversion et ça fait qu'il y a un besoin de prévenir du monde réel pour l'hôpital et aussi pour l'industrie pour garantir que les médecines que nous offrons pour les patients sont sécurisées et sont correctes. Alors, nos technologies, nous offrons notre technologie pour aider la génération de preuves du monde réel pour garantir que l'hôpital participant dans ces initiatives maintient son contrôle et maintient son propriété sur les dates, sur les données des patients. Ils sont capables de générer tous les résultats qui sont nécessaires pour accélérer la connaissance de qui sont les profils du patient qui répondent bien ou qui répondent avec adverse events dans la différentes médicales. Alors, nous avons développé STEP et nous offrons des différents systèmes, un pour analysis et un pour monitoring. Nous avons travaillé avec différents hôpitaux. Maintenant, nous travaillons seulement à l'Espagne, mais nous avons commencé pour cette année notre travail aussi en France. Et nous offrons notre technologie pour couvrir des nécessités. Les premières, pour faciliter la génération d'informations structurées qui allouent la follow-up des patients sur le temps, d'un grand nombre de patients pour l'hôpital. Et à seconde phase, la plateforme pour apprendre collectivement de chaque patient et générer un profilage avancé des patients et modèle prédictif. Nous allons nous facilitons que les hôpitaux ont le contrôle de son data et ont les capacités de générer ces résultats et de comparer son résultat avec autres hôpitaux et autres localisations à l'Europe avec la privacité et la sécurité nécessaires. Merci beaucoup. On vous retrouve à la table ronde de tout à l'heure. Et maintenant, je vais inviter David Gruson
à nous rejoindre pour prendre la suite de l'événement. Merci beaucoup pour votre participation et on vous retrouve tout à l'heure. Écoutez, merci à vous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du West Data Festival. On est très heureux de s'y associer avec Lumines. Vous savez que c'est le nouveau nom de jour. Donc on est, comme vous savez, une entreprise spécialisée dans la production d'outils algorithmiques et numériques dans la transformation digitale. On est une entreprise de l'Ouest, dont le berceau historique est en Mayenne, qui a aussi de la R&D à Rennes, et on travaille de près sur les différents sujets qui ont été évoqués, et notamment on a été en lien avec l'équipe du West Data Hub et de Marc Puggia pour expliquer et explorer des perspectives de travaux en santé en commun. Moi, je rejoins tout à fait. Je remercie Frédéric pour son intervention. C'est une très belle réussite. Donc, quelques mots pour vous dire qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, une entreprise à capital 100% français. On traite la digitalisation de flux dans le domaine bancaire, assurantiel, dans l'algorithmique aussi appliquée aux brevets. Vous avez vu cette belle nouvelle de 2021. Lumines a gagné, en plus des traitements algorithmiques des brevets que nous opérons pour le compte de l'Union européenne, on a gagné le marché de l'USPTO, qui est en fait l'office américain de gestion des brevets de la propriété intellectuelle. C'est un beau contrat sur 10 ans qui va continuer à permettre de faire monter en charge le modèle algorithmique de reconnaissance de caractères, de reconnaissance automatique de documents, et tout ce patrimoine technologique est bien sûr utilisé dans le domaine de la santé. C'est intéressant aussi de vous dire que nous sommes certifiés hébergeurs de données de santé, avec le choix qui a été fait par Lumines de maintenir des data centers sur le territoire national en Mayenne, pour pouvoir répondre à la demande de sécurité et d'hébergement national de nos partenaires. J'entrerai pas dans le détail des références clients, mais vous voyez qu'on est très présent sur le secteur public et dans le domaine de la santé également, avec des acteurs de référence comme le GIE Sésame Vital sur l'onboarding de la carte vitale. Alors, ce que l'on fait en santé, ce sont des choses qui portent à la fois sur le front et le back office, et donc on va avoir une approche du pilotage par les données, puisque c'est le thème de la session, en fait, qui permet de toucher certains moments un peu nodaux de cette valorisation de données. D'abord, on a mis en place Connaissez votre patient, Know Your Patient, qui est dérivé de ce que l'on fait dans le secteur bancaire. C'est maintenant l'IA de référence d'aide à l'automatisation des patients à l'hôpital, où on va tout simplement avec le smartphone faire une photo de la carte d'identité, de la carte vitale et de la carte de mutuelle pour aller appliquer nos algorithmes sur ces photos et injecter les données dans le système d'information de l'hôpital, où il y en applique des points de contrôle sur ces documents d'identité par algorithme pour sécuriser ces process et lutter contre la fraude. Donc, aussi sur la carte vitale. C'est un document qu'on connaît bien, puisque, comme je vous le disais, on assure l'ouverture pour le compte du GIE Sésame Vital de l'assurance maladie. De la même manière, on va aller explorer la carte mutuelle pour aller pénétrer son data matrix et permettre derrière de fluidifier les parcours de préparation à la facturation des séjours patients. Ça, c'est le premier angle. Vous voyez l'onboarding digital, l'entrée en relation dans le système. Le système français avance. On va dans les 40 hôpitaux, groupes hospitaliers publics et privés auprès desquels on est déployé. On a maintenant des taux d'admission digitale qui peuvent dépasser 40%, ce qui est tout à fait considérable. Mais on a encore du chemin à faire. En Europe du Nord, la moyenne de l'onboarding digital est de 90%. Donc, ce mouvement va se poursuivre, va s'amplifier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à n'en pas douter. Deuxième angle d'abord de ce pilotage par les données, là, par rapport à ce que disait Frédéric, on va être sur des phases amont avec la dématérialisation des archives médicales et administratives. Il y a encore des tonnes de papier dans notre système de santé à tous les étages, et on a mis au point NUM IA, qui est en fait une solution d'aide à la préparation de ce développement d'outils de pilotage par les données, où on va aller digitaliser, numériser les kilomètres d'archives médicales. Alors, vous voyez, un CHU de taille intermédiaire peut avoir jusqu'à 35 kilomètres d'archives, et on va appliquer pareil nos algorithmes de reconnaissance de caractère et d'image pour aller développer des outils de valorisation d'accompagnement de données. C'est un programme qui a été prototypé au CHU de Guadeloupe,
qui se développe maintenant pour le CHU de Caen, et il y aura 3 ou 4 autres sites qui vont enclencher très rapidement. Ce sont des programmes qu'on peut tout à fait mener pour des grands groupes hospitaliers, et c'est un programme qui a reçu le soutien du Health Data Hub pour une partie de cas d'usage identifiés, comme par exemple en Guadeloupe la préparation d'algorithmes d'aide au diagnostic du cancer de la prostate, ou plus largement la numérisation et l'utilisation de ces données pour aider au diagnostic et à la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Donc le lien avec Lumia se fait avec le SDATA pour pouvoir qualifier des données de santé et accompagner le développement de ces cas d'usage. Ça peut tout à fait se faire à une échelle régionale, en articulation avec des grands opérateurs comme le West Data Hub, qui est la plateforme de référence. On vous a mis ce petit témoignage client sur ce que nous faisons en Guadeloupe, et je dois dire que ce programme de transformation numérique, dans le contexte si compliqué qui est celui du contexte des Antilles en ce moment, a été porté, reconnu comme un vrai outil de transformation et d'accompagnement à la conduite du changement, puisque en fait nous pouvons réduire par un facteur 4 ou 5 le coût global de ces opérations de numérisation. On arrive maintenant pour un CHU important à faire passer nettement sous un coût global d'1 million d'euros. On peut même être nettement en dessous de ça dans certaines configurations particulières, alors qu'avec les techniques classiques qui n'incorporaient pas nos solutions d'IA, on était sur des coûts de numérisation de stock d'archives de facilement 7 à 8 millions d'euros pour ces grands CHU. Dernier élément, puisque vous l'avez mentionné, Madame Houck, dans votre présentation initiale, tout ceci doit se faire dans un nouveau cadre, qui est le cadre de conformité éthique. Donc, Lumines travaille de près avec Ethikia, qui a développé des outils de préparation à cette nouvelle conformité en garantie humaine algorithmique, portée par l'AI Act que vous avez mentionné. On a préparé ces recommandations qui ont été endossées au niveau français dans la nouvelle révision de la loi de bioéthique, qui prévoit le principe d'une information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge avant l'application de ces algorithmes, et le principe d'une supervision humaine sous la forme de collège de garantie humaine associant représentants des professionnels, patients et innovateurs en IA. Alors, on a fait dans la phase de conception et dans l'application en vie réelle. Ces dispositions sont maintenant entrées dans la loi de bioéthique. Voilà l'information du patient et la supervision humaine by design est dans l'application en vie réelle. Et puis, Emmanuel le mentionnait tout à l'heure, ce projet est repris également dans l'article 14 du projet de règlement européen, qui maintenant fait obligation d'avoir deux points de conformité, une information sur le recours à l'IA auprès des utilisateurs finaux et cette supervision humaine dans la phase de conception et dans l'application en vie réelle, cette notion de supervision humaine de l'IA ayant été endossée par l'OMS dans la recommandation générale qui était publiée au mois de juin dernier. C'est un sujet sur lequel on travaille avec l'UNES en ayant mis en place dans notre environnement certifié HDS dont je vous parlais, une plateforme de traçabilité de cette conformité en garantie humaine de l'IA, où on va aller garder la mémoire de la supervision humaine dans un environnement sécurisé. On va procéder à des révisions de cas. On l'a fait notamment en cas pilote avec Dental Monitoring, cette start-up de l'IA dans le domaine bucco-dentaire qui est devenue une licorne encore il y a quelques semaines. On a maintenant 11 démonstrateurs de ces collèges de garantie humaine dont on va garder la traçabilité de la supervision humaine opérée. Vous voyez en fait le continuum de ce que nous faisons, c'est d'aller digitaliser ces données à des points clés, l'entrée en relation avec le système, c'est l'e-admission Know Your Patient, digitaliser ces tonnes de données qui restent sous forme papier dans les dossiers médicaux, le faire en préparant en préqualifiant ces données pour permettre à des acteurs comme le West Data Hub de les valoriser, et puis derrière de les mettre à disposition à des acteurs de développement algorithmique en tant que tel, en mettant en place un environnement de régulation éthique sécurisée. C'est cette plateforme de conformité en garantie humaine de l'IA qui a été développée par les équipes. Donc voilà nos points d'intervention sur ces enjeux de préparation à la valorisation de données. Merci beaucoup, David, pour cette présentation très intéressante. Je souhaite aussi remercier, bien sûr, Lumines qui nous accompagne depuis le début de cette aventure West Data Festival et grâce à qui on a toujours réussi à avoir un programme d'excellent niveau. Donc, merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir enchaîner sur la table ronde.
discussion autour justement des données de santé et leur exploitation à l'échelle européenne. Et puis, David, je vous laisse prendre la main sur cette table ronde. Donc moi, je bascule, cher Franck, dans un rôle de co-animateur avec de cette deuxième partie de discussion pour regarder les questions. Moi, j'avais une première question pour Emmanuel. Merci d'avoir présenté tout ce qui est l'engagement de la Commission européenne et de l'Europe sur ces sujets. C'est assez vertigineux, hein, la manière dont les choses se structurent, à la fois en termes de production d'outils de régulation, mais aussi de développement d'outils d'aide au financement. Moi, je voulais vous interroger, Emmanuel, sur un peu deux points. Le premier point, mais comment est-ce que vous avez réussi à faire tout ça malgré le contexte de crise sanitaire? Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, là, je l'ai vu plutôt, on l'a vu plutôt avec Etikia, dans la prise de relais qui s'est organisée sur des recommandations sur la garantie, même plus spécifiquement la partie Human Oversight des algorithmes que vous avez endossé dans le projet règlement européen sur l'IA. Moi, j'avais gardé dans ma vie antérieure, dans l'administration française, l'idée que parfois les textes européens étaient un peu lourds et massifs. Là, on a un changement d'approche, me semble-t-il, qui est plutôt celui d'une régulation positive qui, à partir du socle très exigeant du RGPD, laisse plutôt de l'incitation à l'innovation. Comment s'est passée là aussi cette bascule conceptuelle dans la production de ces outils de régulation? Je crois que vous êtes en silencieux, Emmanuel. En tout cas, moi, je vous entends pas. Oui. Oui, pardon. Je vous remercie pour vos questions. Alors, je serais tentée de dire que effectivement, ce contexte qui est difficile, eh bien, néanmoins, justement, nous a peut-être boosté encore plus pour faire avancer les choses et être vraiment pouvoir aider les citoyens et les patients et notamment aussi évidemment je peux le mentionner ici le certificat numérique digital enfin, le QR code, oui, vous le connaissez tous très bien. Et sur la seconde question, eh bien alors pour un changement d'approche, là je reconnais que j'avais voilà, pour moi on a toujours essayé d'être au plus près du marché, enfin ou de l'évolution technologique numérique et évidemment voilà donc là effectivement donc c'est un projet de règlement qui serait Emmanuel, c'est ça, adopté en principe sous la présidence française avec une date d'entrée en vigueur un peu ultérieure. Ce serait ça le schéma? Alors, en effet, il est actuellement en discussion au Parlement européen, au Conseil. Donc, voilà, évidemment, la date d'adoption, ça dépendra des, des discussions et je l'espère qu'elles se déroulent et se dérouleront de la meilleure manière possible. Maintenant, quant à l'application, eh bien, le projet doit le préciser, hein, le projet de texte dans les dernières dispositions doit préciser lorsqu'il entrera en effet en application, oui. Je pense qu'on a un schéma très similaire à celui du RGPD. D'accord, et puis là, je me tourne peut-être vers Heider, plutôt du côté de l'innovateur. Je ne sais pas si vous avez là avec une base géographique différente, le même ressenti que moi, que nous chez Lumines, c'est-à-dire un peu d'un changement de climat où on a un contexte européen qui certes reste très exigeant sur la partie régulation éthique et juridique, mais qui devient plus ouvert à cette idée de régulation positive. Comment ça se passe, votre circuit de mise sur le marché et la définition de votre modèle économique? Et vous êtes aussi en silencieux, pardon. Oui, le microphone. C'est important. Et alors, pardon. Nous sommes maintenant
en commercialisation de notre premier dispositif médical. Nous avons obtenu le marquage CE l'année dernière, 2021. Et nous avons depuis 2017 renforcé toutes les privacités des dates et la plateforme pour les partager les dates entre les mêmes hôpitaux. Et maintenant, nous commençons l'expansion à l'Europe. Et pour nous, les régulations européennes, c'est très important. C'est un privilège d'Européens. Et l'industrie de l'intelligence artificielle doit aussi aligner sur ces marquages, ces régulations. Alors, nous sommes très spécifiés dans la création d'évidence de tous les patients. Et pour ça, c'est très important de la coopération avec différents hôpitaux en Espagne et aussi en autres pays. Et je pense que c'est un très large travail que nous avons performé. C'est très différent de ça que vous faites, par exemple, à votre entreprise. Mais nous devons concentrer sur les mêmes points. Et ce n'est pas clair parce qu'il y a compagnies d'intelligence artificielle qui sont construites dans une autre version dans priorisation de l'intelligence artificielle, non la priorisation de la privacité des dates de santé. Et c'est très important. C'est parce que nous seulement nous orientons à la date de santé, qui c'est un très différent casuistique, et nous sommes concentrés à garantir le contrôle du hôpital européen des données de santé. Justement, David, vous parliez des modèles économiques. Et c'est vrai que la valorisation des données de santé peine à trouver ce modèle économique en France. Comment vous y remédiez? Ben, écoutez, en fait, nous, ce que l'on fait chez Lumines, en fait, et on voit tout le potentiel de valorisation de données que Frédéric Haussan a mis en avant dans le cadre du West Data, plutôt sur la partie recherche clinique. Ce qui est intéressant, et puis après il y a le développement algorithmique en aval. Je pense que ce dont les acteurs de santé reviennent un peu, c'est l'idée que il y aurait un tas d'or de données de santé sur lequel on serait collectivement assis. Nous, ce que l'on essaie de porter avec de l'écho auprès des établissements de santé, c'est l'idée qu'il faut d'abord aborder la valorisation des données de santé par un certain nombre de paramètres de management direct. Par exemple, on calcule des modèles de retour sur investissement avec les mètres carrés hospitaliers qui sont récupérés sur les archives digitalisées, mais aussi sur des personnels que l'on parvient à reconvertir, des agents d'archives, des secrétaires médicaux qui deviennent des agents de numérisation. Donc ça, c'est les modèles éco qu'on construit sont calés sur ces paramètres, et puis on utilise beaucoup des algorithmes dans le processus de numérisation lui-même pour gagner du temps et réduire le coût de l'opération. Et d'une certaine manière, en faisant ça, ça permet au CHU de garder totalement la maîtrise sur la valorisation de ces données de santé a posteriori. Il pourra le faire dans le cadre de plateformes
dans le cadre de partenariats industriels, mais aussi dans le cadre de plateformes d'intérêt général, comme le West Data Hub, comme le Health Data Hub. Et d'ailleurs, mais peut-être Emmanuel voudra aussi commenter sur ça, il y a une démarche européenne qui est engagée pour un rapprochement de ces plateformes d'intérêt général auxquelles le Health Data Hub français participe. Donc, notre approche du modèle éco est assez simple. C'est proposer un retour sur investissement direct sur des indicateurs de management immédiat, et puis après, derrière, donner au CHU la main pour faire leur choix de valorisation par eux-mêmes. Je pense que vous faites référence à l'espace européen des données de santé, oui. Peut-être vous voudrez en dire un petit mot parce que ça se structure là aussi assez rapidement. Oui, bah, comme je l'évoquais dans la présentation, donc c'est effectivement une initiative très large au niveau européen pour donner un accès à divers types de données de santé et pour faire avancer la recherche, etc. Donc vraiment des objectifs très, très larges et effectivement, on attend cette proposition qui est encore en cours d'élaboration. Super. Donc, vous voyez, on part du cadre européen au local mayennais et tout ça interagit et fait pour se structurer et se développer. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Je sais pas, Heider, si vous avez un dernier commentaire sur vos prochaines étapes de développement. Pardon. Oui. Quelle est la question, s'il vous plaît? Quelles seraient vos prochaines étapes de développement? Donc là, on a compris que vous êtes dans la phase déjà de commercialisation. Et quelles sont vos prochaines cibles pour aller dans la diffusion de votre solution? Pardon, je n'ai oui. Oui, oui, pardon. Oui. Pardon, quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez pour le développement de votre produit? Vous allez venir en France, vous allez venir dans d'autres pays européens? Oui, nous avons commencé à l'Espagne et alors nous voulons venir à la France. Et pour ça, nous sommes maintenant en parler avec différents partenariats avec entreprises françaises qui aussi maintenant travaillent avec hôpitaux à la France. Et c'est important aussi pour autres pays parce que la santé est différente à l'Espagne, à la France, à l'Allemagne. C'est différent et c'est important la connaissance et comprendre adéquatement comment ça travaille, quelle est par exemple, la privacité des dates, c'est toute la même régulation, mais c'est un peu différent comment ça compris à la France ou quelles sont les étages pour une compagnie pour poner les produits à la marché. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, donc là, je pense qu'on arrive. Je vois Florche qui commence à me faire des signes. On arrive au terme de notre timing. Je vous remercie en tout cas pour cette matinée. Je remercie tous les participants qui sont restés jusqu'ici. Et je voudrais également, alors nous allons faire un petit récap avec David tout à l'heure après en anglais de cette matinée. Et également, je tiens à remercier Atlampol Biothérapie et également le GRAD Pays de la Loire pour leur soutien et leur collaboration. Lumines également qui nous accompagne une nouvelle fois. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et David, we're gonna have our recap in English now. That's great. So, David, this is a really nice exercise for us because this morning we hosted the first part of our AI and Health event organized during the 4th edition of the West Data Festival.
with a rich panel of speakers. And we talked about the use of health data at European level. First, we had the intervention of Ms. Hook from the DG Connect, and she explained the legal framework in the EU concerning digital health. Did you have any comments on this? I think you know well all the regulations. Yeah, I mean, the whole roundtable was just great because it addressed both legal, ethical issues, but also it dealt with the stakes involved by the development of digital tools and AI itself, and a sort of common vision of that emerged during the discussion, because the EU representative put forward the notion that the EU regulations tends to move toward a spirit of so-called positive regulation, and we checked out the fact that with the West Data Hub, there are big projects were now emerging from the ground with the university hospitals dealing with digitization of data. That is what we do. We are here with Lumines for IP, but also for healthcare medical files in order to provide university hospitals with digitized and pre-qualified data. And we had with IDER a specific example of a startup involved in the development of these tools at the bottom line of the process in order to turn these data into effective operative medical devices. Yes, indeed. So maybe you spoke about the West Data Hub. So it was Frédéric Ossan, project manager of the group of university hospitals of Western France, that presented the West Data Hub, which is a really interesting interregional platform for health data, and that gathers 6 hospitals and 5 million patients. So you also work with them at Lumines. Yeah, that's right. We have discussions with the West Data Hub. It's a pilot initiative at a national but also at a European scale, articulated with the Health Data Hub, which is the national platform itself, also articulated with a European initiative in order to prompt the development of data management at the European scale under the scrutiny of common interests supervision bodies, which share a common perspective of ethics as far as the data management of in healthcare is concerned. It's of course of crucial interest to implement this data management under the framework of highly requiring ethical schemes, and we had a discussion of the new human warranty compliance, which is embarked in the European AI Act, which imposes a traceability of a human supervision, a human oversight of AI, both at the stage of the conception of algorithms and at the stage of their implementation in real life. Okay, thank you very much. And also we had the intervention of Eider Sanchez, who is from the Spanish startup Nuria Intelligence, and it improves health service outcomes and help to accelerate clinical and pharmaceutical research. And it gave us also an example on how to use health data in its challenges at the European level. And I also remind that during the roundtable, you evoked also the complexity of finding the right business model for startups or companies that managing health data. Maybe you want to say a few words. Yeah, it was striking that we have a strong incentive in Europe to develop data management in healthcare with clever startups, just like the one we discovered together today. But there is a common need also to find an adequate economic pattern for that,
what we do with Luminous is keeping the focus on very managerial parameters, such as savings in the cost of the system, and especially in human resources devoted to non-medical tasks. And with that prospect in line, we can build up patterns in which we free university hospitals in their own choices to develop afterwards medical algorithms without being, enslaved with somehow a specific economic pattern. Good. Thank you. I think we did a great summary of this morning. Thank you, David, for your help on this. Thank you so much. See you next year. See you next year. Bye-bye. Bye.